Public Sénat, Campagne TV et Groupama vous présentent Salon ouvert. Bonjour à tous, bienvenue sur Public Sénat. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition en direct du Salon international de l'agriculture. On va tout de suite commencer par cette image, celle de François Fillon qui est bel et bien présent cet après-midi au Salon de l'agriculture. Le candidat de la droite à la présidentielle avait pourtant annulé sa venue ce matin à la dernière minute. Il avait en effet annoncé avoir reçu une convocation des juges en vue de sa mise en examen le 15 mars. François Fillon qui a tenu malgré tout à honorer ce rendez-vous incontournable pour les politiques. Candidat à l'élection présidentielle, vous le voyez sur ces images, c'est une visite sous haute tension et sous très haute sécurité. On va d'ailleurs en parler avec vous, Caroline Deschamps, puisque vous étiez il y a environ 1h30 sur place. Comment s'est déroulée cette venue de François Fillon? Oui, François Fillon est arrivé à 15h pile, il était à l'heure. Il a été accueilli par son porte-parole, Jérôme Chartier, par ses soutiens. J'ai vu Lionel Tardy. Ils l'ont applaudi quand il est arrivé. Et puis, bien sûr, une forêt de caméras, une meute de journalistes et un important service d'ordre, de sécurité. Il y avait la gendarmerie, il y a aussi la police, il y a eu aussi des bousculades. Il est ensuite entré dans le hall 1, aller voir la vedette du salon, la vache fine. Il a continué son parcours vers la filière Caprine au pas de course et toujours encadré de policiers, de gendarmes. Il y a même des responsables en fait du salon qui ont appelé des renforts et qui enjoignaient en fait les visiteurs de ne pas s'approcher parce que c'était vraiment la bousculade avec les journalistes. Donc vous le disiez, une visite sous haute tension et très haute surveillance, très encadrée. Merci beaucoup Caroline. Et je vous propose tout de suite d'écouter la réaction de la sénatrice maire de Beauvais, Caroline Cayeux, qui était au micro de Tam Trani. Oui, je suis donc avec la sénatrice Caroline Cayeux, un soutien de la première heure de François Fillon. Comment réagissez-vous au choix de François Fillon de continuer dans la course à la présidentielle alors même que sa mise en examen est annoncée ? Moi, j'ai décidé de soutenir François Fillon parce que je trouve que cet acharnement judiciaire qui tombe pile poil à des jours clés de cette campagne présidentielle m'interpelle et j'avouerai, je n'y comprends pas grand-chose. Alors moi, ce que je peux vous dire, c'est que nous avons reçu beaucoup de soutien ce matin. Nous avons entouré François Fillon et nous sommes derrière lui pour qu'on fasse campagne parce qu'on ne peut pas imaginer que la droite et le centre n'aient pas de candidat à la présidentielle dans un mois et demi. Donc il faut faire campagne, il faut aller sur le terrain, matin, midi et soir et s'en remettre au suffrage universel. Mais n'y a-t-il pas une contradiction entre ce qu'il avait dit, je ne me présenterai pas si je suis mis en examen, les propos qu'il avait eu aussi sur Nicolas Sarkozy, qui imagine le général de Gaulle mis en examen, et sa décision cette fois-ci? Aujourd'hui, je crois que l'essentiel, c'est de défendre une candidature de la droite et du centre, qu'il n'y a pas de plan B, il n'y a plus de plan B, et que nous sommes à quelques semaines du premier tour de la présidentielle. Qui pourrait imaginer qu'il n'y ait pas de candidat de la droite et du centre demain à cette élection? Moi, je suis persuadée que les gens vont comprendre qu'il s'agit d'une manipulation diabolique et qu'aujourd'hui, les Français, dans leur âme et conscience, c'est à eux de s'exprimer et de dire à qui ils veulent faire confiance pour redresser le pays. Et je maintiens que c'est le seul projet qui puisse redresser la France. Les autres projets sont ou des extrêmes qui n'apporteront que des désastres ou, des projets un peu mystiques qui entraîneront une absence totale de majorité parlementaire. Donc c'est important que nous gardions François Fillon comme candidat. Est-ce que c'est réellement encore possible de faire campagne sur le terrain après cet événement? On a entendu là, dans les allées du salon, des personnes qui avaient des mots très durs à l'égard de François Fillon. Eh bien écoutez, ils prendront leurs responsabilités. Demain, je peux vous dire que nous allons à Nîmes, que la salle est archi-comble et que cela veut dire que les Français veulent en découdre. Et moi, je veux en découdre. Je ne veux pas qu'on me vole l'élection présidentielle. En somme, Alain Juppé, François Baroin, ce ne sont pas des hypothèses possibles pour vous? Ça n'a pas été une hypothèse pour eux. Nous respectons leur choix à eux.
Et que pensez-vous de l'alliance avec l'UDI? Ça risque de tanguer. On a entendu ce matin Yves Gégaud sur notre plateau. Il y a une réunion du groupe UDI à l'Assemblée nationale cet après-midi. Écoutez, l'UDI fera ce qu'elle voudra. Nous sommes derrière François Fillon et on va expliquer le projet. Merci beaucoup Caroline Cayeux d'avoir répondu à nos questions. Caroline Cayeux qui est plus que jamais derrière François Fillon, qui est d'ailleurs derrière moi. Vous entendez tous ces cris et ces appels. Merci beaucoup Tam pour cette première réaction. Alors vous en parliez un instant avec votre invité ce matin. François Fillon a redit sa détermination de se présenter coûte que coûte jusqu'au bout. Il s'est exprimé depuis son QG parisien, qualifiant l'état de droit d'avoir été violé et de la présomption d'innocence d'avoir disparu. Je vous propose de réécouter une partie de son intervention. Je ne céderai pas, je ne me rendrai pas. Je ne me retirerai pas. J'irai jusqu'au bout parce qu'au-delà de ma personne, c'est la démocratie qui est défiée. Je vous demande de me suivre. Ce n'est pas de moi qu'il s'agit, de mes droits ou de la présomption d'innocence. C'est de vous, dont la volonté souveraine ne peut pas être annulée, annihilée, détruite. Je serai au rendez-vous que la démocratie et elle seule nous donne pour choisir notre avenir collectif. Alors, mes invités sur ce plateau cet après-midi, Guy Vasseur, merci d'être avec nous. Vous êtes le conseiller territoire de François Fillon. Merci d'avoir accepté cette invitation. Jacques-Bernard Magnier est également avec nous sur ce plateau. Bonjour, vous êtes sénateur socialiste du Puy-de-Dôme. J'accueille également Jacques Mézard. Vous êtes sénateur RDSE du Cantal, président du groupe du même nom au Sénat. Et enfin, Bernard Delcros, bonjour, vous êtes sénateur pour l'Union centriste du Cantal. Peut-être une réaction politique avec vous, Guy Vasseur. Je sais que vous êtes déjà beaucoup exprimé ce matin en notre compagnie. On a entendu François Fillon redire sa détermination, aller jusqu'au bout avec un accueil plutôt mitigé cet après-midi au Salon de l'Agriculture. Ça va être comme ça lors de tous ces déplacements selon vous? Écoutez, moi j'étais à l'accueil de François Fillon tout à l'heure et je n'ai pas trouvé l'accueil mitigé. Et le compte-rendu qui a été fait par la sécurité tout à l'heure correspondait tout à fait à la réalité. La bousculade, parce que vos collègues et confrères journalistes se bousculaient pour voir, pour interviewer, ça c'est indéniable. Le service des sécurités ou les services de sécurité étaient aussi dans la bousculade, mais les gens criaient « Fillon président ». Et je n'ai pas vu, comme j'ai entendu sur une radio tout à l'heure, qu'il y avait une manifestation avec des casseroles. Il n'y avait pas du tout cela tout à l'heure à l'accueil de François Fillon sur ce salon. Jacques Mézard, une réaction à cette mise en examen annoncée de François Fillon. On sait que François Hollande aussi a réagi, il s'élève solennellement contre toute mise en cause des juges. Écoutez, avec Emmanuel Macron, nous sommes venus au Salon de l'Agriculture pour parler d'agriculture et pas pour parler des démêlés de François Fillon avec la justice. Et nous n'avons pas à interférer là-dedans. Je crois que ce qui se passe est assez pathétique. Tout le monde le ressent ainsi. Mais c'est le problème de François Fillon et des Républicains avec la justice de la République. Nous continuons notre campagne sur le terrain et la présomption d'innocence doit jouer. Le rôle des magistrats doit se poursuivre naturellement, quelles que soient les campagnes électorales, qu'elles soient présidentielles, sénatoriales, législatives ou municipales. Mais nous ne sommes pas venus ici, nous, pour parler de ça, mais d'agriculture. Peut-être une réaction avec vous, Jacques-Bernard Magnier, quand on entend François Fillon estimer qu'il y a une enquête à charge contre lui. Oui, je crois que c'est son système de défense depuis de nombreuses semaines. Et je trouve assez désagréable et voire scandaleux que des responsables politiques qui prétendent accéder aux plus hautes fonctions de la nation remettent en cause un pseudo-complot, essaient de se victimiser en mettant en cause les journalistes, les juges, la magistrature, on ne sait trop quelle engeance qui pourrait leur vouloir du mal. Ils ont fait des erreurs et ils les assumeront dans la justice. C'est tout à fait regrettable qu'il n'ait pas la responsabilité de le prendre en charge directement. Nous avons eu au Parti socialiste des difficultés à affronter. Elles l'ont été dans l'honneur et maintenant elles sont, sinon réglées, au moins elles ont été traitées. Bernard Delcros, on sait que les centristes réfléchissent en ce moment au soutien, à la suite de leur soutien à cette candidature de François Fillon. Comment réagissez-vous à cette mise en examen programmée ?
Alors, je voudrais d'abord dire que si vous regardez mon parcours, tout mon parcours montre que j'ai toujours été un élu libre et indépendant. Et c'est à ce titre-là que je vais vous répondre. Moi, je constate qu'il y a quelques semaines, François Fillon a annoncé que s'il était mis en examen, il retirerait sa candidature. Ce matin, il a annoncé qu'il était convoqué le 15 mars pour une éventuelle mise en examen, mais que dans tous les cas de figure, il ne retirerait pas sa candidature. Je pense que, d'une certaine façon, qu'il ne tenait pas son engagement. Je pense que ceci n'est pas de nature à réconcilier nos concitoyens avec l'action publique. Donc le soutien, vous y réfléchissez encore ? Le soutien, mon soutien ira vers le candidat qui répondra le mieux à mes attentes, à l'idée que je me fais du rôle du président de la République et de l'intérêt général de notre pays, que ce soit sur l'Europe, que ce soit sur des sujets de société ou que ce soit sur les équilibres territoriaux qu'il faut trouver dans notre pays. Jacques Mézard, je voudrais quand même vous faire agir aussi en tant qu'avocat. On voit bien que les juges sont pointés du doigt par François Fillon. Cela devrait vous faire agir également. Alors, je ne suis pas là comme avocat, je suis là comme sénateur et soutien proche d'Emmanuel Macron. Moi, je crois que dans toute démocratie, il est toujours dangereux de mettre en cause systématiquement la justice, les médias, même si l'on peut avoir des interrogations, si l'on peut considérer parfois qu'il y a des positions excessives. En tout cas, les magistrats, ils font leur travail. Et lorsqu'on est effectivement candidat à la plus haute fonction de la République, je crois qu'il n'est pas possible de remettre en cause le travail de la justice. Ce n'est pas raisonnable. Ce qui se passe, c'est, je le dis tel que je le pense, terrible, parce que, je le dis tout à l'heure, c'est assez pathétique. La situation de François Fillon est certainement très dure à supporter personnellement, mais c'est le résultat d'un certain nombre de comportements que je n'ai pas, moi, à juger. Il a dit qu'il s'en remettait aux Français pour juger. C'est un autre débat, effectivement. Les citoyens français vont apporter leur suffrage aux uns ou aux autres, mais sans aucun doute, ce qui se passe n'est pas de nature à favoriser le rapprochement de l'ensemble de nos concitoyens avec un certain nombre de comportements qui sont d'un autre temps ou qui d'ailleurs n'auraient jamais dû exister. Guy Vasseur, on voit bien que cette ligne de défense mise en place par François Fillon en s'attaquant aux juges, aux médias, ça peut aussi poser problème. On sait qu'il n'est pas le seul à faire ça. Il y a aussi Marine Le Pen. Comment réagissez-vous ? Écoutez, ce matin, j'étais déjà dans un débat avec vous. J'ai dit et répété à plusieurs reprises que nous étions au Salon de l'Agriculture. Moi, je suis là pour parler agriculture. Je suis surtout là pour parler de la ruralité. Et je dis et je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, que la justice fasse son travail, que la justice fasse son travail dans les meilleures conditions possibles. Il y a la présomption d'innocence, il y a aussi la confidentialité qui doit entourer effectivement les travaux de la justice. Et puis ça sera répondre aux préoccupations aussi des Français. Mais revenons au fond du débat qui nous rassemble avec des sensibilités différentes autour de cette table. Mais si j'ai à parler de la ruralité, j'espère qu'on se retrouvera plus facilement sur la nécessité de notre pays, la France, de faire en sorte que la ruralité soit un atout à développer. On va y venir dans un instant, Guy Vasseur. On continue néanmoins avec cette réaction, celle de Gérard Longuet, le sénateur Les Républicains de la Meuse, qui était au micro de Mickaël Zamès ce matin. On l'écoute. Je crois que François Fillon a réagi lorsqu'il s'est exprimé comme quelqu'un qui avait confiance dans la justice dans son ensemble. Je pense qu'il garde confiance dans la justice dans son ensemble, mais dans cette procédure, c'est une procédure exclusivement à charge, exclusivement contre lui, comme si l'on voulait priver les électeurs de la droite et du centre d'un candidat qui a de l'autorité, des convictions, et j'ajoute, ça fait quand même 30 ans qu'il est dans la vie publique, qui n'a jamais eu à se reprocher un délit ou un défaut quelconque. Et autre réaction à présent, celle de la sénatrice socialiste des Pyrénées-Atlantiques, Frédérique Espagnac, que vous allez le voir, qui est en colère, elle l'a dit au micro de Caroline Deschamps. Oui, je suis en colère parce que c'est lui qui est en train de, je crois, mettre à mal cette présidentielle. Je crois que les Français ont le droit de voter sereinement,
pour des candidats avec des projets. On n'entend pas les projets, on n'entend parler que d'histoire juridique aujourd'hui et que potentiellement d'affaires. La politique, c'est une belle chose, vous savez, on le voit ici. La politique, ce sont des hommes et des femmes au quotidien qui s'engagent pour les territoires, pour les agriculteurs, pour la vie des citoyens au quotidien. Voilà, c'est pas facile, contrairement à ce que les gens pensent. C'est aussi une passion pour beaucoup d'entre nous. Mais vraiment, je veux dire, mettre à mal ce qu'est la politique, entendre aujourd'hui que nous sommes tous pourris, c'est pas possible. Ma génération, en tout cas, on essaye de faire les choses différemment. Voilà, d'être aussi plus que jamais, tout simplement comme les citoyens lambda et d'être à leur service. Voilà, donc je crois que l'exemplarité, on doit d'abord se l'appliquer à nous-mêmes. Voilà, donc oui, je suis en colère. Et puis on vient de recevoir ces images, celles de François Fillon. Vous allez le voir, il a quand même été légèrement chahuté, sifflé. On a pu entendre certaines images, vous le voyez tout de suite. Voilà, on a pu entendre un Fillon voleur, Macron président, puisqu'il faut dire qu'Emmanuel Macron est aussi présent cet après-midi au Salon de l'Agriculture. Je vous propose tout de suite d'écouter le leader d'En Marche. Alors on l'écoutera, vous le voyez sur ces images, Emmanuel Macron au Salon de l'Agriculture, candidat à la présidentielle. On va peut-être pouvoir l'écouter tout de suite. Il ne faut pas mettre toute la classe politique et tous les projets politiques dans cette même situation. Je suis désolé de vous le dire. On peut décider de porter un projet pour l'avenir de notre pays, de répondre à la détresse qui existe, d'être ambitieux pour la France et ne pas être dans le même sac que celles et ceux qui ont eu ces comportements et qui décident aujourd'hui de continuer en effet à se comporter de manière, je pense, largement incompréhensible pour bon nombre de nos concitoyens. C'est tout. Je n'ai pas commenté ça, mais nous on va continuer à faire campagne gaiement, avec beaucoup d'optimisme, avec en même temps beaucoup de détermination parce que la situation de notre pays le mérite. Voilà pour cette déclaration d'Emmanuel Macron. Mickaël Zamès nous accompagne également cet après-midi. Bonjour Mickaël, vous avez assisté ce matin à la conférence de presse de François Fillon. Vous étiez aussi tout à l'heure à ses côtés. Quelle lecture faites-vous de cette nouvelle séquence, de ce nouveau coup dur pour le candidat de la droite à la présidentielle? Moi, je voudrais revenir un petit peu sur les images qu'on vient de voir parce que j'étais à l'intérieur et j'étais juste à côté d'Emmanuel Macron. Il était là pour faire une conférence de presse sur l'agriculture, pour faire ses propositions. Et au moment où il a commencé sa conférence de presse, est arrivé François Fillon de l'autre côté. Ça s'est joué à quoi, 30, 50 mètres d'écart. Et on a entendu les sifflets monter. Alors vous disiez tout à l'heure qu'il avait été accueilli gentiment. Finalement, ce qu'on a entendu, c'est la tension qui montait. Il y avait une tension palpable. Il y avait une sorte de climat délétère qui commençait à monter. Et on a entendu des sifflets qui montaient très fort. Et au moment où on disait à Emmanuel Macron, mais vous voyez, difficile pour vous de faire campagne et de faire vos propositions ici. Qu'est-ce que vous pensez des sifflets qui sont actuellement adressés à François Fillon? Et lui-même nous a dit, ça devient compliqué de faire campagne. Et là, même s'il répond en disant qu'il est là pour faire ses propositions, on sent, et c'est la première fois, on suit depuis de nombreuses années le Salon de l'Agriculture, c'est la première fois qu'on sent cette tension monter, comme si finalement la population qui était là et le comité d'accueil qui avait été accordé à François Fillon, comme à Emmanuel Macron, car on va rappeler, et c'est peut-être été une information qui n'a pas été vraiment donnée, Emmanuel Macron, tout simplement, il a reçu un œuf sur lui. Il a dû aller changer de costume avant de faire sa conférence de presse, qui a eu 1 heure de retard. Voilà, c'est toutes ces petites choses qu'il faut nous dire aujourd'hui que la parole s'est libérée. La parole est très forte et on est mercredi, il y avait beaucoup de jeunes et il y avait beaucoup de jeunes qui criaient aujourd'hui autour d'Emmanuel Macron, autour de François Fillon et on sent un climat de campagne effectivement très délétère. Merci beaucoup Mickaël pour cette analyse. Jacques-Bernard Magnier, c'est vrai qu'on entendait Frédéric Espagnac très en colère. Il y a ce climat, Mickaël le rappelait à l'instant, un peu délétère, de violence aussi dans cette campagne présidentielle. C'est une campagne inédite à cet égard? C'est assez catastrophique, nous n'avons jamais connu cela. Moi j'ai 40 ans de militantisme et plus de 30 ans d'être élu derrière moi et je n'ai jamais vécu une époque politique comme celle que nous sommes en train de vivre. Alors, est-ce que cela relève du fait qu'il y a une médiatisation trop forte de la vie politique? Je crois que la vie publique aujourd'hui est tellement fortement médiatisée par le nombre de
chaînes de télévision qui existent et la concurrence qui existe entre elles, et cette façon de travailler 24 heures sur 24 sur l'information, entre guillemets, parce que parfois ces informations ne sont pas toujours vérifiées, les réseaux sociaux qui aujourd'hui en rajoutent beaucoup, je pense qu'aucun homme politique aujourd'hui, ou femme politique, n'est à l'abri d'avoir à se justifier devant à la fois la population et les médias. Alors je ne sais pas moi ce qu'il y a dans l'affaire de M. Fillon. Ce que je voudrais simplement, c'est qu'on puisse faire une campagne électorale présidentielle qui soit digne de ce nom, parce que c'est tout de même la plus haute instance du pays qui va être renouvelée. C'est ensuite une élection législative, c'est enfin des élections sénatoriales, c'est-à-dire qu'en l'espace de quelques mois, on va renouveler tous les responsables politiques de ce pays. Donc cela va être quand même assez difficile de continuer à travailler dans le climat dans lequel nous sommes. Et tout à l'heure, Jacques Mézard le disait, effectivement, c'est à la justice de dire ce qu'elle doit dire, mais il faudrait qu'on puisse avoir aujourd'hui rapidement une issue à cette affaire et qu'on ne traîne pas pendant 2 mois, enfin presque 2 mois, cette situation pourrie dans laquelle nous nous trouvons. C'est détestable. Vous vouliez réagir, Bernard Delcros? Simplement pour dire que le plus grave dans tout ça, c'est que les dérives de quelques-uns jettent le discrédit sur l'ensemble des élus. Alors que dans leur immense majorité, les élus font leur travail au quotidien, souvent dans les petites communes de façon quasi bénévole, consacrent du temps, de l'énergie pour le service public, pour l'intérêt général. Et c'est quand même ça qu'il faut rappeler, parce que c'est la réalité du terrain et de la très grande majorité des élus de notre pays. Eh bien, merci Bernard Delcros pour cette réaction. Voilà pour la partie politique. On va s'intéresser maintenant à la ruralité, à cette question de la fracture territoriale. C'est notre débat cet après-midi. Je vous propose dans un premier temps de nous rendre en Loire-Atlantique, retrouver Jérôme Rabier et Aurélien Romano. Et on va voir les difficultés de la filière laitière, avec peut-être un exemple aussi qui marche, un exemple optimiste avec un groupement de producteurs Biolay. Ils occupent une place de choix dans le marché du lait français, avec des éleveurs décideurs qui, vous allez le voir, prennent en main leur avenir mais aussi celui de la filière. Reportage tout de suite. Le prix du lait est une question qui secoue le monde agricole à intervalles réguliers. Mais derrière ce prix, c'est la survie des 60 000 exploitations laitières françaises qui est en jeu. Dans ce climat, une entreprise pourtant ne connaît pas la crise, c'est Biolay. Ce groupement de producteurs créé il y a 22 ans s'en sort et rémunère convenablement ses éleveurs. Pour en parler, je rejoins Christophe Baron, son président. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le président de Biolay et également éleveur, c'est une des particularités de Biolay. Tout à fait, c'est un groupement qui est géré par des producteurs, donc je suis moi-même producteur dans le Morbihan, pas très loin d'ici. Je vous invite à rentrer, on va en causer plus longuement. Biolay, c'est l'histoire de 6 éleveurs laitiers bio qui ont défié les modèles pour fonder leur entreprise. En 22 ans, ils ont bien grandi, sont passés de 6 à 1000 fermes adhérentes et collectent désormais 30% du lait bio français. C'est un mouvement en route qui fait que on n'a pas vocation à l'arrêter, parce que l'agriculture biologique, c'est bon pour l'environnement, c'est bon pour la santé et c'est bon pour les agriculteurs qui s'en occupent. Une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui, grâce à une croissance soutenue du secteur, rémunère ses éleveurs à 450 € les 1000 litres, contre moins de 300 € pour le lait dit conventionnel. Vous payez le même prix à tous les producteurs? Oui, c'est un choix de départ de dire il y a un prix unique du lait et c'est pas aux industriels de choisir un prix du lait ou le fait de collecter sur telle région par rapport à telle autre. Et je crois que l'histoire nous a donné raison. Car le bio a désormais un vrai marché qui se développe chaque année et la société a pu nouer des partenariats pour distribuer sa production. On a commencé à travailler avec Biocoop en 1998 et avec Système U en 2011. Dans les deux cas de figure, on a des distributeurs qui tiennent leurs engagements, qui sont fidèles. Et donc, je trouve que ce genre de modèle d'organisation économique d'une filière, il a vocation à se développer. Le groupement a donc bien grandi, mais sans perdre ses valeurs, plaçant l'éleveur au cœur du projet. C'est les producteurs qui décident à tous les échelons. Et il y a une vraie implication et surtout une forte participation et beaucoup de débats dans les réunions qu'on peut avoir. Bon, on va aller voir comment ça fonctionne demain chez un de vos producteurs adhérents du côté de Guérande. Bonjour. Bonjour, bienvenue chez nous, ferme de Drieno. 5h45, c'est le début de la journée? C'est l'heure du début, oui. Et ben on vous suit. Donc là, on va aller rentrer les vaches maintenant. Sur l'exploitation de Jean-Noël et Benjamin Desbois, la journée commence comme dans toutes les fermes laitières du pays par la traite. Et avance, allez.
Allez, avance. Le passage en bio décidé en 2009 après 30 ans de production conventionnelle n'a pas bouleversé le rythme de travail, sauf peut-être pour leurs vaches normandes et Holstein. Mais la traite en elle-même, c'est le même fonctionnement. Vous qui avez connu les deux, c'est... La seule différence, c'est qu'il y a un peu moins de lait en bio, mais il est payé plus cher. Donc. Les vaches, elles produisent plus ce qu'elles peuvent produire avec l'alimentation qu'elles ont. Mais on n'essaie pas d'en faire des Formule 1. C'est quand son fils est associé à lui que Jean-Noël a franchi le pas et ils se sont tournés vers Biolay. Mais face à l'afflux d'adhérents, il a fallu que le groupement fasse des choix. Un souvenir de solidarité marquant pour le jeune agriculteur. Et tout le monde a accepté de baisser de 5% leur production, pour que nous on puisse rentrer. Enfin humainement, c'est des valeurs, moi j'ai jamais vu ça à l'extérieur. Enfin, tu sors d'une réunion comme ça te transporte. Hein. Quand on parle de compétitivité, toujours plus productif, rentable. Si tu as 1000 vaches, là. Déjà 60, nous on trouve que c'est bien, il faut passer du temps, mais il faut être là. Mais 1000, c'est pas possible. Quoi. Bah après, c'est robotisé, il n'y a pas de relation avec l'animal. Tu as une relation avec l'ordinateur, c'est tout. Les Desbois défendent leur modèle et espèrent emmener derrière eux la profession, même si l'essor devra se faire en préservant l'état d'esprit du groupement. Enfin, quand on sera 90% de la collecte, ça sera génial. C'est vrai que la démocratie, il faut arriver à la maintenir, même en grossissant. Biolay vise désormais les 1200 fermes adhérentes à horizon 2020, sans dévier de son projet. La bio partout et pour tous, et dans le respect de l'ensemble des acteurs de la filière. Et je salue Olivier Allemand qui nous a rejoint sur ce plateau de partenaires. Notre partenaire de Campagne TV. Bonjour Olivier. Et Aurélien Clavel est également avec nous. Vous êtes éleveur en Isère, vous êtes membre du syndicat des jeunes agriculteurs. Première réaction à ce qu'on vient de voir justement, cette belle initiative, ça permet de maintenir une agriculture dans les territoires. Ça c'est important selon vous ? Oui, évidemment. Bonjour d'abord à tous. Oui, c'est évident qu'on a besoin d'avoir une agriculture présente partout sur les territoires et que des initiatives comme ça permettent ce développement, le développement de la ruralité, le développement de l'agriculture, l'emploi qui va avec et qui va autour. Et on a besoin de ces développements de filières pour que ça perdure, des développements de filières et comme on dit, où il faut réinventer les filières, repenser et où tout le monde a un rôle à jouer, mais l'agriculteur aussi en s'investissant dans ces filières-là. Oui. Bernard Delcros, on parle de cette ruralité, de cette fracture territoriale. Déjà, vous êtes d'accord avec ce terme de fracture territoriale en tant qu'élu du Cantal? C'est quelque chose que vous ressentez? Oui, il y a une fracture territoriale qui s'accroît. Tous les territoires ne sont pas dans la même situation, tous les territoires n'ont pas les mêmes chances au départ. Et donc le rôle de la puissance publique, c'est justement d'amener des solutions différenciées en fonction des territoires pour réduire les inégalités. Et aujourd'hui, on le constate dans beaucoup de domaines. Cette inégalité territoriale s'accroît. Je vais prendre des exemples simples sur des sujets concrets qui touchent les habitants. La téléphonie mobile, qui aujourd'hui est devenue un service indispensable, un service universel. Eh bien, on s'aperçoit que les opérateurs vont investir dans les territoires qui sont peuplés. Et donc, dans ces territoires-là, les habitants peuvent bénéficier du service sans intervention des collectivités. Et dans les secteurs à faible densité démographique, on demande aux collectivités de participer au financement de l'installation de pylônes. C'est un cas tout simple, très concret, qui montre qu'on n'a pas de politique différenciée en fonction des territoires. Et donc, oui, la fracture territoriale s'accroît. Oui, il y a des territoires qui souffrent aujourd'hui. Normalement, l'aide de l'État devrait venir compenser ces choses-là. Je vais prendre encore un cas très simple et un chiffre. La dotation de l'État, la DGF, vers les collectivités locales devrait être plus importante dans les secteurs où il y a peu de population et beaucoup d'espace, de réseaux, de voiries à entretenir. C'est l'inverse. Aujourd'hui, les communes de moins de 2000 habitants perçoivent 144 € en moyenne par habitant, là où les villes de 100 000 à 200 000 habitants perçoivent 220 €. C'est l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Ce n'est pas lié au gouvernement d'aujourd'hui, ce sont des choses qui perdurent et qui s'aggravent de décennie en décennie. Donc aujourd'hui, il est temps de redresser la barre et d'apporter des traitements différenciés. Malheureusement, on a trop tendance, dans tous les domaines, à prendre comme seul critère aujourd'hui le critère du nombre d'habitants, alors qu'il faut croiser le critère du nombre d'habitants avec des critères de territoire. Et aujourd'hui, c'est cette donne-là qui accroît les inégalités. Je viens d'un département, le Cantal, aujourd'hui, qui souffre, qui est un département de moyenne montagne. Il y a une route nationale. On nous explique qu'on ne peut pas dégager les financements nécessaires pour rénover ce réseau routier parce qu'il n'y a pas assez de flux de circulation. C'est l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Jacques Mézard,
Est-ce que ce phénomène, qui n'est pas propre à la France, hein, il faut dire, est-ce qu'il est inéluctable ou est-ce qu'on peut encore réduire ces inégalités selon vous? Je crois d'abord qu'il ne faut pas être caricaturaux, tous. Parce que dans ce qu'on appelle la ruralité, il y a de tout. Il y a des territoires ruraux qui vont bien, il y en a d'autres qui vont mal. Il y a des territoires urbains qui vont bien, il y en a d'autres qui vont mal, et en particulier certaines banlieues. Donc il ne faut pas avoir cette vision systématique d'opposer la ruralité qui serait en situation de fracture territoriale avec les zones urbaines. Il faut prendre des dispositions spécifiques pour les territoires qui ont des difficultés particulières, que ce soit la déprise démographique, que ce soit l'accessibilité. Et il faut dire que la fusion de régions n'a rien arrangé pour les territoires qui sont au bout. Et donc aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, c'est de prendre en compte par des mesures particulières et spécifiques les territoires en France qui souffrent le plus, qu'ils soient en zone rurale ou qu'ils soient en zone urbaine. Je crois qu'il faut arrêter de parler de fracture territoriale entre la ruralité et les métropoles. C'est beaucoup plus compliqué et effectivement, nous avons besoin la réflexion, on la connaît, on sait aujourd'hui, et depuis d'ailleurs assez longtemps, les mesures qui doivent être prises pour permettre, non pas l'égalité entre les territoires, parce qu'ils sont différents, jamais, ça, mais Jacques l'équité. Oui, on n'arrivera jamais à une égalité entre les territoires. Il faut de l'équité. C'est-à-dire que dans cette République, chacun soit traité de manière équitable. Mais il est évident que la question des infrastructures est différente selon la situation géographique, l'accessibilité aussi, la téléphonie mobile, cela vient d'être dit, mais le problème du numérique, du très haut débit, aujourd'hui c'est quelque chose de crucial. Il est bien évident qu'on ne peut pas être entre la main des opérateurs et que l'État doit reprendre le rôle qu'il n'aurait jamais dû abandonner, celui de régulateur, d'intervenant, pour permettre de restaurer les grands équilibres. Guy Basseur, comment on peut éviter justement que ces fossés entre les régions ne se creusent à l'heure, on le disait, de ces nouvelles grandes régions? Je partage l'analyse qui tend à dire n'opposons pas les territoires urbains et la ruralité. Ça serait une erreur fondamentale et ça ne ferait pas avancer les problématiques de la ruralité. Oui, il nous faut une nouvelle politique en matière de ruralité et qui tente bien à traiter l'ensemble des populations, les territoires, de manière équitable. On ne va pas dire le faire l'égalité sur l'ensemble du territoire, ça ne veut rien dire. Et nous, moi je revendique auprès de François Fillon, et qui a l'oreille attentive par rapport à cela, je revendique le fait que la ruralité doit avoir le droit à la différence. Parce que quand on met des normes en place, quand on fait des lois, quand on prend des dispositions et qui s'appliquent de la même manière sur l'ensemble du territoire, ça veut dire que là, au nom de l'égalité et de faire ce qui doit se faire sur l'ensemble du territoire, on crée des inégalités et on essaie de trouver des solutions là où il n'y avait pas de problème. Et donc c'est l'inverse qui se passe. Alors je vais citer un exemple, et ça sera plus simple. Il y a une loi qui a été votée il y a quelque temps et qui aboutit à faire en sorte que, aux entrées des villages, dans la ruralité, on supprime les panneaux par rapport à la boulangerie, à l'épicerie, etc. Qu'il faille faire en sorte qu'il y ait une charte pour appliquer quelque chose qui s'harmonise bien dans le paysage, ok. Sauf que moi, dans ma commune, dès l'instant où mes commerçants ont retiré leurs panneaux, vous avez traversé le bourg et vous n'êtes pas aperçu qu'il y avait des commerçants et dans un lieu qui est un lieu malgré tout qui est quelque part touristique. On passe de Chambord, Blois, Chaumont, Chenonceau, les châteaux de la Loire, Beauval maintenant, donc un grand zoo, ok, d'accord. Dans le même temps, eh bien, comme dans ma commune, on a regroupé les commerces au même endroit, si on ne sait pas l'indiquer, c'est pas comme quand on arrive dans une ville. Donc c'est le droit à la différence et dans le même temps, je pourrais citer d'autres exemples, d'autres exemples importants. Mon épicier, mon restaurateur, dès l'instant où il mettait de la musique, il paie des trucs alors qu'il n'y a pas grand monde. Ouais. Je veux dire, c'est le droit à la différence. Et puis il peut y avoir des projets encore plus importants, des projets de restructuration, de structuration, parce qu'il y a des idées dans
les territoires, il n'y a pas que des agriculteurs. Alors, il y a des idées dans les territoires. Il faudrait des marges de Magnier. manœuvre pour les appliquer. Évidemment, mais sur ce droit à la différence, est-ce qu'il faut justement essayer de gommer ces inégalités ou au contraire, chaque territoire doit revendiquer sa différence, son caractère propre ? Je crois qu'il faut à la fois trouver des niches, comme on l'a vu tout à l'heure dans l'exemple que Jérôme Rabier nous montrait dans son reportage, qui est intéressant. Je l'avais déjà d'ailleurs vu sur Public Sénat, son reportage sur le lait, par exemple, qui est aujourd'hui une catastrophe pour nos agriculteurs, puisqu'on sait bien qu'ils ne sont plus compétitifs par rapport au lait qui vient d'ailleurs. Et là, on a trouvé une niche de production avec le bio qui représente 50% d'un prix supérieur. Donc, il y a une intelligence de territoire. Et puis, comme cela a été dit par mon collègue Bernard Delcros, il faut que les pouvoirs publics et l'État en particulier participent à une forme de péréquation. Alors on a aujourd'hui une péréquation horizontale qui se fait entre les territoires riches et les territoires pauvres. C'est un peu difficile parce qu'il faut prendre aux riches, ils ne veulent jamais donner, pour donner aux pauvres, et eux veulent bien recevoir. Alors et je crois qu'il faut peut-être revenir un peu à une péréquation nationale qui permette de donner aux plus faibles ce dont ils ont plus besoin et peut-être en donner moins à ceux qui ont un peu moins besoin. En tout cas, je crois qu'on est dans une période où la métropolisation est inéluctable. On le voit à travers les décisions politiques qui ont été prises récemment et on le voit aussi à travers les territoires qui demandent eux aussi avoir des territoires métropolisés pour pouvoir tirer vers le haut les territoires tout entiers et en diffusant sur les territoires ruraux, parce qu'il ne faut pas oublier que les métropoles, elles ont une responsabilité vis-à-vis des territoires qui les entourent. Elles en ont besoin. Olivier Allemand, est-ce que la création de ces nouvelles régions, mais aussi des métropoles, ça a renforcé ce sentiment, cette fracture territoriale dont on parlait ? Oui, ça a surtout renforcé le sentiment pour les territoires ruraux d'être délaissés. Parce qu'effectivement, qui dit métropolisation, dit effectivement moyens financiers mis au service du développement des infrastructures, des transports, de la mutualisation des services publics, parce qu'on n'en a pas parlé. Un des drames, un des territoires ruraux, c'est le non-maintien donc des services publics. Hein. On n'a plus de postes à moins de 20 km. Il y a eu une loi qui est passée pour essayer d'avoir des maisons de services pour garder un médecin, la poste et puis un bureau de tabac. Mais là aussi, il faut des moyens locaux. Et dans la répartition justement des nouvelles compétences, que ce soit aux régions ou aux départements, on a là aussi très très mal défini qui devait justement financer ces maisons de services. Donc il y a vraiment beaucoup de questions à se poser. Alors avant de continuer ce débat, on va tout de suite retrouver Saveria Rojek dans les allées du salon. Et vous êtes avec un éleveur de porc des Hautes-Alpes. Saveria, c'est à vous. Absolument Delphine. Bonjour Bruno André. Bonjour. Vous êtes donc éleveur de porc dans les Hautes-Alpes justement. Aujourd'hui on parle beaucoup de cette fracture territoriale, de ces territoires ruraux qui se sentent éloignés, délaissés. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez vous également en tant qu'éleveur au quotidien ? Oui, je pense qu'aujourd'hui, les agriculteurs, alors c'est vrai pour tous les agriculteurs, mais notamment des territoires ruraux, se sentent un petit peu délaissés, oubliés. Et puis on a aussi toutes ces campagnes qui sont menées contre la production agricole, notamment contre les élevages. Je crois que les gens ne se rendent pas compte de l'effort qui a été demandé de faire par les agriculteurs. Après la guerre, on nous a demandé de produire, donc on a produit, on a réussi à produire, mais depuis on nous a demandé aussi de s'adapter environnementalement. Mais ce que je reproche un peu aux gens, c'est tout le temps d'accuser, montrer du doigt les agriculteurs, la politique agricole qui est menée en disant vous êtes des pollueurs, vous êtes ci, vous êtes ça. Certes, on a certainement fait des bêtises, mais aussi on en est conscient et on regardait tout ce qu'on a fait depuis de nombreuses années pour rattraper tout ce qui a été fait. Je crois qu'on produit de mieux en mieux et on remplit tous les jours notre mission qui est de nourrir les agriculteurs. Et moi, ce que je retiens, c'est qu'on souffre de ce manque de valorisation de la société civile, de nos élus. La faute à qui ce manque de valorisation? Est-ce que c'est le grand public ou est-ce que c'est plutôt les pouvoirs publics, les ministres? Je dirais un peu les deux, mais je crois que c'est surtout la faute aussi du grand public qui se laisse, je dirais, influencer par certaines personnes en disant, en montrant toujours du doigt des agriculteurs et jamais les efforts. C'est comme l'histoire de la bouteille à moitié pleine ou à moitié vide. Moi, j'aimerais qu'on dise, oui, l'agriculture française, elle a quand même des atouts, elle a quand même réussi beaucoup de choses. Certes, il y a des problèmes, mais on y travaille et il nous faut du temps pour s'adapter, s'améliorer. Et moi, je suis convaincu que l'agriculture, demain, sera encore plus respectueuse de l'environnement. On aura des produits de encore meilleure qualité. Sauf qu'il faut du temps, tout ça. Et il faut des politiques cohérentes. Il ne faut pas que nos élus, d'un jour au lendemain, changent d'orientation du tout au tout. Est-ce que c'est le cas? Il y a un manque de cohérence dans la politique menée?
Oui, certainement, oui. On a besoin d'avoir une politique agricole soutenue dans les territoires ruraux comme moi, dans les départements où on n'est pas des gros producteurs en termes de production agricole. Par contre, on a aussi besoin d'avoir une politique importante et forte à l'export pour les régions ou les départements qui sont des départements à fort potentiel agricole. Bruno, dans votre quotidien d'éleveur, comment on accompagne les agriculteurs les plus en difficulté? Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce que vous demandez avant tout? En fait, je pense qu'il manque une prise de conscience de l'ensemble de la filière, y compris agroalimentaire. Il faut que, alors on est dans un marché européen qui est ouvert, mais ce qu'il nous faudrait surtout, c'est que l'agroalimentaire fasse un petit peu de préférence communautaire, dire, comme font les Allemands ils disent on sature notre marché national et après on va à l'import. On ne le fait pas en France, on nous met tout le temps en concurrence pour quelques centimes qui bien souvent, ces centimes-là, ces centimes qui manquent, mettent les agriculteurs et tous les systèmes de production en difficulté alors que le consommateur au final paye le même prix. Bruno, on est en pleine élection présidentielle, en pleine campagne présidentielle. François Fillon et Emmanuel Macron sont présents aujourd'hui sur le salon. Quel regard vous portez en tant qu'agriculteur, en tant qu'éleveur sur cette campagne? Moi, j'ai le même regard que tout citoyen français. Je suis un peu attristé de voir tout ce qui se passe. Je crois qu'on a besoin d'une moréalisation de la politique française. Mais moi, à titre personnel, j'ai plus beaucoup de confiance entre tous les candidats parce que je crois qu'ils traînent tous des casseroles. Maintenant, moi, je regarde précisément les programmes de chacun. Moi, je ne vais pas dire que je vais voter Fillon, mais je crois que c'est celui qui a le plus discuté, notamment avec notre président national qui était Xavier Belin, et qui a repris le plus en considération nos attentes. Maintenant, je suis quand même un peu dépité de tout ce qui se passe et le manque de campagne sur le fond. Ouais, vous voyez, on a besoin de programmes cohérents et dans le temps. Et c'est chose que je n'ai pas l'impression qu'on ressente. Très bien. Merci beaucoup. Merci Bruno d'avoir répondu en direct à nos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup Saveria. On parlait des difficultés d'accès aux services publics. Aurélien Clavel, aujourd'hui, comment ça se passe pour vous lorsqu'on est éleveur en Isère? Est-ce que vous avez justement des difficultés? On évoquait à la fois le problème d'accès de téléphonie, de transport, de services publics, de cette présence sur le territoire. Alors, déjà, pour dire, on ne peut pas stigmatiser tous les territoires parce que l'Isère représente bien ça, c'est-à-dire qu'on a une partie qui est très périurbaine avec un développement plus que ce qu'il faudrait et une partie plus de montagne où là, justement, on manque de développement. Et je pense que c'est en là où il ne faut pas une égalité de traitement, mais il faut un développement. Et en tout cas, peut-être juste avant de répondre à cette question, peut-être simplement rappeler que les territoires ruraux, c'est souvent l'agriculture qui représente une partie importante de l'économie de ces territoires et que si demain on ne fait pas venir des jeunes agriculteurs, s'il n'y a pas d'installation d'agriculteurs, de jeunes agriculteurs sur ces territoires, ce sont des territoires qui se mourront. Et c'est pour ça qu'il faudra les attirer avec notamment le développement de filières, comme on a vu tout à l'heure sur la présentation. Il ne faut pas les stigmatiser, mais quand même, il y a certains territoires où il y a des entreprises qui ont fait le choix de ne plus aller collecter le lait, notamment en France. Et quand il n'y a plus ce développement-là, parce qu'il n'était pas suffisamment... Comment ils le justifient justement? Parce que ça leur coûte trop cher, qu'il y a une trop de différence, et donc il n'est pas compétitif, mais tout simplement parce qu'ils ne sont pas allés chercher la valorisation qui était faite là. Il n'y a pas eu le développement de la filière pour cette installation-là. Donc, premier point, on a besoin de vrais développements de filières qui mettent en valeur ces territoires ruraux. Et je pense que les consommateurs aussi demandent ce savoir-faire qu'on a dans ces territoires-là. Mais ça ne suffit pas pour développer ce territoire-là, parce que nous, jeunes aussi, quand on veut de l'agriculture, on ne veut pas vivre coupé du monde non plus. Et on a besoin des services dont ce que vous me demandiez juste avant. On a besoin de communication, on a besoin de tous ces services-là. Et j'ai l'impression quand même que ça tend à venir, mais il y a quand même une différence de traitement quand même avec la ville et les territoires plus développés, les territoires urbains, et on manque de vraies politiques, il me semble, pour développer ces territoires-là. Et je crois qu'on peut se poser la question quand même, si ça met tant de temps à se développer, est-ce qu'il y a suffisamment d'électeurs dans ces territoires pour qu'on s'y intéresse? Alors peut-être une réaction avec les élus qui sont présents sur le plateau. On entend Aurélien Clavel qui se sent un peu oublié. Il se demande justement s'il y a une réelle volonté politique de s'intéresser à ces territoires en raison peut-être du faible nombre d'électeurs. Déjà, comme cela a été dit, il n'y a pas une agriculture, il y a des agricultures en France et différents modèles d'agriculture.
On ne peut pas mettre sur le même plan les plaines céréalières de la Beauce et l'élevage de montagne à plus de 1000 mètres d'altitude. Chaque modèle a ses problématiques et appelle des réponses adaptées. Moi, ce que je veux dire peut-être, c'est que je pense qu'on ne peut pas traiter l'agriculture comme les autres domaines de l'activité économique. Certes, l'agriculture, c'est un secteur important de l'activité économique de la France. On est le premier producteur de l'Union européenne, c'est 73 milliards des chiffres d'affaires, c'est 1 million d'emplois, donc c'est très important. Mais au-delà de ça, l'agriculture remplit des missions pour le compte de la société. L'agriculture, d'abord, elle nourrit les hommes, déjà, c'est la base. Deuxièmement, l'agriculture, elle entretient la nature et les paysages. C'est un élément important. Il ne peut pas y avoir de vie dans les territoires sans entretien de la nature et des paysages. C'est une mission qui est remplie pour la société. Et l'entretien de la nature et des paysages sous-tend d'autres activités économiques. Moi, je viens d'un département où on a un vrai potentiel de développement en matière de tourisme, mais il n'y a pas de développement touristique sans agriculture, sans entretien des paysages. Donc tout ça, c'est extrêmement important. Et l'agriculture, en plus, dans les territoires, est le seul secteur de l'activité économique qui porte des emplois dans toutes les communes sans exception. Même dans les petites communes, il y a de l'emploi agricole. Donc on voit bien que d'une certaine façon, l'agriculture remplit des missions de service public qui doivent être reconnues par la société et rémunérées par la société. Et tout le reste, de mon point de vue, dépend de ça, et y compris la présence des services publics dans ces territoires-là. L'agriculture, c'est plus de 50% du territoire national. C'est 30 millions d'hectares. Donc ce n'est pas un secteur qui peut être traité comme n'importe quel autre secteur d'activité économique. Et donc je pense qu'au fond, c'est une vraie question d'aménagement du territoire. Quelle France on veut pour demain? Est-ce qu'on veut une France qui s'urbanise toujours plus, ou est-ce qu'on veut des territoires qui soient équilibrés? Et ça, c'est le rôle de l'État, d'assurer cette mission de régulation et d'aménagement du territoire. Quand je dis de l'État, ça vaut aussi pour les nouvelles régions. Et je ne suis pas de ceux qui pensent que les nouvelles régions sont la pire des catastrophes pour les territoires. Simplement, c'est les hommes qui font les politiques. Et les régions ont aujourd'hui un vrai rôle en termes d'aménagement du territoire à mener. Jacques Mézard, est-ce que la ruralité a été un peu oubliée pendant ce quinquennat, selon vous? Je crois qu'on peut dire raisonnablement que ça n'a pas été un objectif prioritaire de ce quinquennat. Il y a eu des états généraux de la ruralité, ça arrive un peu tard. Tous ces états généraux de la ruralité, ça arrivait trop tard. Vous savez, il faut arrêter de faire des états généraux, des assises, des réunions. Il faut prendre des décisions. Nous avons aujourd'hui une obligation vis-à-vis de nos concitoyens, c'est qu'il y ait des décisions, qu'il y ait des actions. Et moi, je crois, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Bernard Delcros, on ne peut pas donner comme avenir à nos agriculteurs d'entretenir le paysage. L'avenir, c'est d'être fier de cette agriculture, c'est de valoriser les productions et c'est de valoriser l'image de l'agriculture. Quand on voit certaines campagnes dans les télévisions contre les productions agricoles, et je pense en particulier à la viande, je trouve ça tout à fait scandaleux. Nous avons dans ce pays des agriculteurs, de jeunes agriculteurs qui sont dynamiques, qui ont des capacités, qui ont eu la présence d'esprit de se moderniser, et ce n'est pas toujours facile, de s'adapter à de nouvelles méthodes de production. Et il n'y a pas que le bio, moi. Il en faut du bio, et il faut développer le bio. Mais il ne faut pas que la conséquence soit de dire que tout ce qui n'est pas bio n'est pas bon. Hein? Il faut être réaliste aussi, et valoriser cet atout pour la France qu'est l'agriculture. Guy Vasseur, on entendait quand même, je voudrais revenir à ce que disait Aurélien Clavel à l'instant, ce sentiment aussi parfois d'être un peu oublié, qu'il n'y a pas vraiment de volonté politique. Que lui répondez-vous? Je lui réponds tout simplement qu'il a raison, parce que c'est le sentiment qui, malheureusement, à tort ou à raison, s'est développé sur le terrain, dans notre ruralité, dans nos ruralités. Vous savez, quand on regarde les votes depuis une vingtaine d'années, quel que soit le type d'élection, on a vu aux dernières régionales, aux dernières cantonales, des scores de l'extrême droite qui font froid dans le dos. Pourquoi? Parce que c'est ce sentiment, effectivement, d'avoir été abandonné, d'être délaissé. Donc, ce qui veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut mettre une véritable politique d'aménagement du territoire, redorer le blason de la ruralité demain. Et ce n'est pas de faire des déclarations, ce n'est pas de faire une réunion interministérielle une fois tous les ans. C'est une politique qui soit suivie. Alors, je ne sais pas s'il faut un ministère dédié à cela. Toujours est-il au moins un secrétaire d'État avec des moyens pour pouvoir appliquer sur le terrain avec les conseils régionaux. Et la dimension des régions, à mon avis, n'est pas un frein pour développer la ruralité. Simplement, mettons des compétences en avant, des moyens, et donnons aussi au préfet
les moyens de pouvoir faire ce droit à la différence que je revendique depuis des années. Aurélien Clavel, vous souhaitiez ajouter quelque chose? Oui, quelque chose que j'ai... Pour développer ces territoires ruraux, il faut des moyens. Aujourd'hui, il existe des moyens, des fonds européens. Des fonds européens qui sont complétés par des fonds français. Et ce sont des fonds agricoles. Et c'est souvent ces fonds agricoles qui viennent pour du développement rural. Et nous, ce qu'on dit et ce qui est important, c'est si jamais on veut vraiment mener de ces politiques rurales, il faut donner des moyens, il faut laisser ces moyens agricoles pour le développement des filières et qui feront marcher nos territoires ruraux, mais il faut que l'Europe se dote aussi, parce qu'on croit à l'Europe et une Europe forte, et l'Europe est faite pour ça aussi, accompagner les territoires difficiles, mais qu'elle se dote de vrais fonds pour le développement rural, qui ne soient pas pris sur des budgets agricoles. Jacques-Bernard Magnier. Oui, je crois que comme à chaque fin de législature, on fait un retour en arrière sur ce qui a été fait pendant ces 5 ans qui sont écoulés. Et je pense que l'histoire donnera à Stéphane Le Foll un retour sur son travail parce qu'il a été un bon ministre de l'Agriculture. Il a eu malheureusement à affronter des crises importantes dans le domaine de la grippe aviaire encore actuellement, ce qu'il a vécu, la crise bovine, etc. Et ça n'était jamais simple parce que être aux côtés des agriculteurs quand on est ministre et qu'on a affaire entre l'Europe et les collectivités et les agriculteurs, le travail qu'il a fait, ce n'est pas toujours facile. Et je crois que notamment dans le domaine de l'élevage, et c'est aujourd'hui une des spécialités dans nos régions, en tout cas en Auvergne-Rhône-Alpes, à la fois avec le charolais, avec le salaire, avec toutes ces races qui sont importantes dans l'élevage, il a fait pour les éleveurs ce qui n'avait jamais été fait en leur apportant des moyens qui sont venus de l'Europe en masse et nombreux en argent. Alors avant de continuer ce débat, je vous propose d'écouter une autre personnalité politique présente aujourd'hui au Salon. C'est le président de la région Alsace, Philippe Richert. Et il répondait ce matin aux questions de Quentin Calmet. On l'écoute. Les responsabilités des régions en France ont beaucoup évolué. À la fois le périmètre géographique bien sûr, avec des régions beaucoup plus fortes, beaucoup plus puissantes parce que plus grandes, mais aussi avec des compétences nouvelles qui nous sont venues notamment de la part des départements. Donc nous sommes dans une situation où les régions aujourd'hui ont une nouvelle responsabilité dans l'organisation politique et dans l'organisation administrative de la France. Et pour cela, il faut que nous puissions aller de l'avant. L'une des responsabilités fortes, c'est ce qui concerne l'économie. Il faut que maintenant, cette nouvelle place institutionnelle des régions soit pleinement reconnue. L'un des points, les moyens les plus importants dans le domaine agricole, c'est la gestion des fonds européens. Quand je prends la région Grand Est, les fonds européens, c'est 650 millions à destination du développement économique et de l'agriculture, 650 millions, évidemment c'est énorme. Et donc la gestion de ces fonds, si cela ne s'organise pas de façon efficace, sans perdre de temps, c'est catastrophique pour les exploitations agricoles. On continue le débat en plateau. Olivier Allemand, on voit bien à la fois cette richesse que représente notre agriculture, ces territoires, et pourtant il y a peut-être un décalage avec ce sentiment parfois d'avoir été oublié aujourd'hui par les puissances publiques. Comment on peut expliquer ce décalage ? Le décalage, il est que, effectivement, et on le voit dans tous les sondages, les agriculteurs ont l'impression vraiment d'être mal aimés par les consommateurs, ce qui n'est pas du tout le cas très concrètement, mais il n'empêche qu'on s'intéresse souvent à l'agriculture que pendant la semaine du Salon de l'agriculture. Et c'est vrai que les médias, et c'est vrai, j'allais dire, ne vont pas au fond des sujets agricoles, que ce soit sur la compétitivité, que ce soit sur les services rendus à la nature, que ce soit également sur le poids économique que ça peut représenter pour notre pays. Et du coup, finalement, comme on ne traite pas ces sujets-là qui sont pour eux importants, qu'on ne les traite pas quotidiennement, et finalement, ils se sentent complètement délaissés. Peut-être Aurélien Clavel. Quelles seraient les pistes alors selon vous si justement on voulait un petit peu sortir de l'ornière? On sait qu'on est en pleine campagne pour la présidentielle. Que demandez-vous? Je pense que, comme ça a été dit, l'agriculture est très diverse et les territoires sont très divers. Donc il n'y aura pas, je pense, une solution. C'est un ensemble de solutions. Peut-être que ça commence tout simplement déjà, comme on le disait tout à l'heure, par le filière, développer les filières, les aider à accompagner leur développement dans tous les territoires pour qu'elles se développent et ça permettra de maintenir un service, ça permettra de maintenir aussi des industries agroalimentaires sur ces territoires, donc de l'emploi et tout ce qui va autour. Et continuer donc à développer, à amener ces services. Et peut-être que
est-ce que, une idée toute bête, mais il y a des territoires qui se développent trop, d'autres pas assez. Pourquoi on ne ferait pas une fiscalité différente selon les territoires pour ramener du monde sur ces territoires-là, mais qu'on mette vraiment des moyens pour qu'il y ait des développements de territoire. Et donc, et comme je le disais un peu tout à l'heure, donc un petit peu, un fonds européen, mais qui ne soit pas pris sur le budget de l'agriculture, qui soit pris à côté. Et peut-être des moyens autres qu'agricoles, parce que c'est vrai qu'on parlait de l'agriculture sur ce territoire-là. C'est l'agriculture, c'est production d'alimentation, qui est un élément important, mais un fort lien avec le tourisme dans beaucoup de territoires et qui permettent le développement de tourisme et autres, l'entretien du territoire, le respect de l'environnement, parce que malgré tout, on voit des améliorations, il y a des pratiques qui se font, et même si on peut encore faire évoluer nos pratiques, on maintient une grande biodiversité dans ces territoires. Donc c'est un ensemble de solutions à traiter, donc les filières, le développement de services qui va autour, pourquoi pas des moyens financiers, que ce soit par la fiscalité ou des moyens européens qui vont avec, et pas uniquement, mais qu'elle soit traitée aussi dans sa largesse, c'est-à-dire pas uniquement alimentation, mais aussi à travers l'environnement et qu'on l'aide à s'adapter et l'entretien du territoire. Et voilà. Bernard Delcros. Oui, quand on regarde vraiment les choses, aujourd'hui, il y a des moyens importants qui sont fléchés vers l'agriculture. Et pourtant, il y a un malaise très profond, notamment chez les jeunes agriculteurs. Pourquoi? Parce que ces jeunes agriculteurs, finalement, ils n'ont pas de visibilité, ils n'ont pas d'horizon. Et je pense que ce qu'il faut, c'est redonner confiance. Ils ont l'impression de travailler, de produire, mais ils ne vendent pas leurs produits. Les produits qu'ils vendent sont parfois à des prix moins élevés qu'il y a 10 ans ou 20 ans. Et donc je pense que si on veut redonner confiance à l'agriculture, et notamment aux jeunes agriculteurs, il faut qu'on aille vers des prix qui soient rémunérateurs, que les agriculteurs aient le sentiment qu'ils travaillent pour produire de la qualité, c'est souvent le cas, mais que ces produits sont vendus à leur juste prix. Et il y a des écarts tellement importants entre les prix à la production et les prix de vente, que c'est incompréhensible pour les agriculteurs. Donc je pense que il y a un enjeu très fort sur un modèle à trouver pour que les agriculteurs aient le sentiment de vivre vraiment de leur travail et de la vente de leurs produits. Ça c'est possible, Jacques Mézard, selon vous? On voyait les difficultés du secteur et effectivement, même si la crise agricole a été marquée, on le disait, par bien cette baisse des prix, cette baisse des cours, ou est-ce qu'on peut dire que c'est encore peut-être derrière nous, ou est-ce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire? Je crois qu'il était inacceptable, et c'est ce que l'on ressent depuis longtemps, mais ça s'est aggravé ces dernières années. Beaucoup de nos agriculteurs n'acceptent pas de vendre leurs produits à un prix trop bas, souvent inférieur au coût de production. Et la priorité des priorités, c'est ce que nous disions avec Emmanuel Macron tout à l'heure, c'est le prix payé. Il faut développer une politique de filière et que l'État ensuite puisse intervenir dans la négociation entre producteurs, transformateurs et grande distribution. Et ça, c'est urgent. Nous avons besoin de rassembler les producteurs dans chaque filière, qu'ils soient plus forts et qu'ils puissent se défendre par rapport aux transformateurs et à la grande distribution. Mais en tout cas, dire à des jeunes, vous allez continuer à vous développer, à investir avec des prix de vente qui ne permettent pas d'avoir un revenu décent, ce n'est pas normal, ce n'est pas acceptable. Et pour nous, avec Emmanuel Macron, c'est notre priorité dans la politique que nous souhaitons mettre en place. Oui. Guy Vasseur. Je voudrais rebondir sur mon droit à la différence. Parce que quand on parle d'une fiscalité différente, effectivement, on peut avoir une politique fiscale qui encourage tel ou tel développement dans la ruralité. Ça existe. Et ce n'est pas dans toute l'Europe que la ruralité est en danger. Moi, je vais régulièrement donc, dans les pays européens, que ce soit en Pologne, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Autriche. Il y a une véritable politique d'aménagement du territoire. Et c'est cela qu'il faut mettre en œuvre. Dernier point, pour ne pas être long. Simplement, on a parlé beaucoup d'agriculture et c'est tant mieux. Il ne faut pas oublier que la ruralité, c'est l'agriculture, certes, mais c'est aussi d'autres acteurs, acteurs économiques et d'autres qui y vivent. Et c'est ça important de mettre en œuvre et de défendre. Bien, merci Guy Vasseur, merci à tous d'avoir participé à ce débat consacré à la ruralité. On va, avant de se quitter, je vous propose de revoir ces images, puisque c'est l'image du jour, celle bien de la visite de François Fillon au Salon de l'Agriculture. Vous le voyez, une arrivée sous haute sécurité, sous haute tension. François Fillon, ce matin, qui a annoncé sa convocation par les juges le 15 mars en vue d'une probable mise en examen. François Fillon qui a malgré tout essuyé des huées et des sifflets
gonflé, hein, vous allez l'entendre tout de suite dans un instant. Voilà, au son de Fillon à démission, une visite donc, je le disais, sous tension. Avant de se quitter, très rapidement, Bernard Delcros, on apprend que l'UDI va suspendre, Bernard Delcros, l'UDI suspend sa participation, son soutien à François Fillon. Peut-être une réaction ? Non, je pense que des discussions vont être engagées. En tous les cas, elles ont été engagées, on vient de l'apprendre. L'UDI décide de donc ne plus on va voir. François En tous les cas, moi je vous exprimais une position qui était une position tout à fait personnelle, libre et indépendante. Eh bien, merci à tous les 6 d'avoir participé à cette émission en direct. Prochain rendez-vous avec l'information parlementaire sur Public Sénat. Ce sera bien entendu ce soir avec Sonia Mabrouk, son émission On va plus loin à 22 h. Bonne suite des programmes sur Public Sénat. Public Sénat, Campagne TV et Groupama vous ont présenté Salon ouvert. Pour moi, ça serait la gratuité des transports publics. La politique des transports, et en particulier le rôle de la SNCF, est à revoir, parce que ce n'est pas non plus le car qui va résoudre des problèmes d'environnement. Vos rendez-vous avec Public Sénat.